Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre Face aux chrétiens spécial municipal. Un Face aux chrétiens organisé, comme d'habitude, en partenariat avec la Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des radios RCF. Et nous accueillons aujourd'hui Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin, sénateur, maire de Marseille et candidat à sa succession à la mairie de Marseille. Je note au passage que dans une semaine, nous accueillerons son principal challenger, Patrick Mennucci, le candidat socialiste. Alors Jean-Claude Gaudin, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler bien évidemment de Marseille. Je sais que vous adorez faire partager votre passion pour votre ville, que vous aimez parler de votre ville. Alors vous serez interrogé par Céline Rouden de la Croix, une Marseillaise, M. Gaudin, qui connaît bien Marseille. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Masneau de RCF. Bonjour. Mais je vais commencer, Jean-Claude Gaudin, par la question. Une question qui fâche, qui vous fâche, je le sais. Allez, mais je m'y risque. Je sais que vous avez hésité à être candidat parce que vous vous êtes demandé, comme tout le monde, si ça n'allait pas être l'élection de trop. L'élection de trop parce qu'il y a des précédents. Jean Royer à Tours, Michel Durafour à Saint-Étienne ont fait l'élection de trop et ont été battus. Est-ce que vous ne prenez pas, à 74 ans, un risque personnel et un risque pour votre majorité ? Dans la formation politique à laquelle j'appartiens, l'UMP, à partir du moment où je suis maire sortant, ipso facto, si je veux me représenter, l'investiture m'est donnée, comme à Juppé, à Bordeaux, Estrosi à Nice, Hubert Falco, mon ami, à Toulon. Si Renaud Muselier avait été réélu, il y a de cela 20 mois, député au cœur de Marseille, nous aurions inversé le ticket. On a fait 3 fois Gaudin-Muselier, nous aurions fait, et j'aurais fait volontiers, Muselier-Gaudin. Sauf qu'il n'a pas été réélu, et que sur un coup de tête, me semble-t-il, malgré les suggestions que j'ai pu lui faire, il a dit je quitte la politique, je ne serai pas candidat aux élections municipales, bon, allez-y. Bon. Et donc, effectivement, il y avait 2 autres amis qui souhaitaient pouvoir éventuellement me remplacer. Monsieur Guy Tessier souhaitait peut-être avoir cette fonction, Dominique Tian aussi. Dans ce cas-là, j'ai attendu de savoir un peu ce que pensaient les Marseillais, quelles étaient les réactions, quels étaient les sondages que l'UMP au plan national a pu faire, et que mes amis qui avaient envie de me remplacer ont fait faire eux-mêmes. Et par conséquent, le résultat, c'est pour la droite républicaine et le centre, c'est encore Gaudin qui est le meilleur. Donc, effectivement, comme en même temps, c'est ma passion, c'est ma ville, c'est ma vie, bon, que je me sens très bien, que je suis en pleine forme, je me suis dit, allez, on y va. Mais ne nous dites pas que c'est par défaut que vous êtes quand même candidat. Non, mais parce que j'ai pu le mieux, sans doute, rassembler l'ensemble de la droite et du centre. Parce que, vous savez, Marseille, vous connaissez ça, c'est la 2e ville de France. Il y a 860 000 habitants. Bon, il est clair qu'il peut y avoir parmi mes propres amis des gens qui ont envie de la vie politique pour l'avenir. Pour l'instant, tout le monde s'est rallié à ma candidature. Et donc, je suis heureux de mener encore une fois ce combat. Eh bien, la première question vous est posée par Céline Rouden de la Croix. Vos opposants disent que vous êtes davantage intéressé par vos fonctions de président de groupe au Sénat que par la mairie de Marseille. Alors, si vous êtes réélu, la loi sur le cumul des mandats vous obligera à choisir entre les 2 mandats. Alors, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Et est-ce que finalement, votre idée, ça n'est pas de passer la main à la mairie de Marseille en milieu de mandat à un de vos adjoints? Tout est toujours possible. Et même que je rejoigne la maison du Père. Et dans ce cas-là, il est clair que si j'ai obtenu dans 1 mois la majorité absolue et qu'il m'arriverait ce rappel vers Dieu, c'est celui qui sera ou celle qui aura été la plus sympathique dans la majorité qui pourrait me succéder. Mais dans notre vie républicaine, il n'y a pas de dauphin. Et désigner un dauphin, c'est le vouer à la vindicte des autres, et c'est lui enlever toutes ses chances, alors qu'il y a parmi mes amis des gens de très grande qualité. Mais pour revenir sur le fond, j'ai toujours été favorable à 2 mandats. Un mandat exécutif local et un mandat national. Si vous n'êtes pas au Parlement,
et j'ai une longue carrière, puisqu'il y a 36 ans que je siège sans interruption au Parlement de la République. 36 ans. Si vous n'êtes pas à Paris, parce que tout notre pouvoir politique est centralisé sur Paris. Les décentralisations, ça compte peu. Si vous voulez obtenir des ministres, une aide pour votre ville, vous êtes obligé d'être parlementaire. Donc, j'ai souhaité, effectivement, et je suis favorable aux 2 mandats. Maintenant, en 2017, il faudra se mettre à jour. Je me mettrai à jour. Vous choisirez le Sénat ? Je choisirai Marseille. Romain Masneau de RCF. Alors, la municipalité, il faut le rappeler, est responsable des écoles maternelles et primaires. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler de l'ABCD de l'égalité et des livres conseillés aux enfants. Selon vous, comment vous vous situez dans cette polémique? Où est-ce que s'arrête la lutte contre les stéréotypes et où commence la confusion des genres? Oui, plus des initiatives ministérielles très malheureuses, comme de vouloir imposer des rythmes scolaires en ne faisant pas une loi, c'est-à-dire en n'ouvrant pas la discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais en procédant par ordonnance. Et dans la 2e ville de France, par exemple, c'est 445 écoles maternelles et primaires. Mais sur la question, sur la question du genre, pour les enfants. Bon, je pense que effectivement, c'est toujours très difficile d'essayer d'amorcer une tentative, comment dirais-je, d'explication sexuelle. Pour autant, fallait-il faire ces livres qui parlent du genre? Je dois vous dire qu'au Sénat, personne n'est favorable, enfin dans mon groupe, personne n'est favorable à cela, et que nous pensons que l'évolution des enfants... Alors l'égalité entre filles et garçons, oui, qu'on explique cela, et d'ailleurs maintenant il y a de plus en plus d'écoles où vous avez la mixité, mais dire à un petit garçon tu peux mettre une robe, ou à une fille tu deviendras un garçon, moi, ça ne me plaît pas. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Est-ce qu'il faut les faire retirer des bibliothèques municipales ? Non, je ne pense pas que dans le cadre de la liberté à laquelle nous sommes attachés, simplement évitons de donner de la publicité à quelque chose qui n'avait pas cours jusqu'à présent. Oui. Sur un autre sujet, vous avez dit tout à l'heure, la décentralisation, finalement, bon, c'est important, mais le fait d'être à Paris, c'est quand même ce qui prime. Il me semble que les lois de décentralisation, c'est 82, il me semble que c'est Gaston Defferre aussi. Oui. Ça a quand même engendré une imposition des taxations, une certaine fiscalité, donc on imagine qu'il y a quand même un pouvoir en contrepartie qui s'est manifesté. Il n'y a qu'une chose qui est claire. Et vous nous dites, en fait, le plus important, c'est quand même d'être à Paris. Bien entendu, puisque à tout moment, vous avez besoin des subventions de l'État, d'une décision ministérielle, si vous rencontrez les ministres au Parlement, si vous les interpellez, si éventuellement vous les interpellez un peu durement en présence du Premier ministre, vos affaires, les dossiers que vous suggérez, que vous présentez, vont très vite. Sur quoi est-ce que ça a été décisif ? Alors, surtout sur toutes sortes de décisions, cet après-midi peut-être sur la SNCM encore à Marseille, s'ils arrivent à se mettre d'accord, sur Defferre. La seule chose qui est claire dans la décentralisation de Defferre, les écoles communales doivent être du ressort de la mairie. Le conseil général s'occupe des collèges, les régions s'occupent des lycées, et l'État est supposé s'occuper de l'enseignement supérieur. En réalité, il fait toujours payer les collectivités territoriales pour réaliser quelque chose. C'est le plus clair. Quand une loi de décentralisation est claire, Raffarin a tenté d'en faire une un peu plus tard. Si c'est clair, c'est applicable. Aujourd'hui, l'enchevêtrement de tout n'est pas bon. Une question de Céline Rouden de La Croix. Alors justement, les contraintes financières vont être de plus en plus fortes. Notamment, il va y avoir une baisse des dotations aux collectivités locales, notamment aux communes importantes dans les années à venir. Marseille est déjà une ville très endettée. Quelles seront les marges de manœuvre financières du prochain maire de Marseille ? D'abord, Marseille n'est pas une ville profondément endettée. J'ai la même dette que celle que j'ai trouvée en 1995 en euros constants. Et même dans une publication récente où on classait 36 villes, il n'y a que 2 villes qui ont diminué la dette, dont la ville de Marseille. Cependant, Marseille est une ville
immense. Et c'est une ville qui est située géographiquement à un endroit où l'immigration est toujours très présente et où l'abondance de gens qui croient venir dans notre pays, qui stationnent à Marseille, alors certains se sont intégrés dans le passé, dans l'histoire, d'autres n'y arrivent pas et bien entendu tirent la ville vers le bas. Mais la dette, aujourd'hui, nous ne sommes pas la ville qui a la dette la plus importante, il y en a beaucoup d'autres, mais je me tairai, je ne veux pas les dénoncer. Alors parlons de votre bilan. Jean-Claude Gaudin, comme maire de Marseille, dites-nous, de quoi êtes-vous le plus fier à Marseille? D'avoir fait reculer le chômage de 21,6% à 13%. 13%, c'est encore beaucoup, c'est plus que la moyenne nationale, mais je n'ai pas cessé de faire reculer le chômage. Alors mon concurrent va vous dire, mais c'est pas vrai, il dit ça, mais c'est pas vrai, parce que l'État a changé plusieurs fois le mode de calcul des chômeurs. En retour, je peux dire à mon concurrent, voilà tous les établissements, toutes les industries, tous les commerces que j'ai pu amener, et en retour, le nombre d'emplois qui a été créé. Et effectivement, ma fierté, c'est d'avoir fait reculer le chômage, et mon objectif, c'est de faire encore reculer le chômage. Romain Masneau, de RCF. Oui. Quand on entend parler de Marseille, on entend beaucoup parler de violence, d'insécurité. Quand Manuel Valls vient à Marseille et dit qu'il y a une diminution du nombre de violences, notamment depuis la création des 2 zones de sécurité prioritaires et l'installation d'un préfet de police de plein droit depuis 2012, est-ce que vous constatez cela? Est-ce que vous attribuez aussi cette baisse à ces facteurs-là? Alors, d'abord, d'accord avec Valls pour continuer la guerre contre la drogue et pour éviter tous ces règlements de compte répétitifs sur les trafics de ces gens. Ensuite, nous avons établi un accord sur la vidéoprotection. Nous avons à l'heure actuelle à peu près 300 caméras de vidéoprotection vers le centre-ville. Et mon désir est de l'étendre vers la périphérie, vers ce qu'à Marseille, vous le savez parfaitement, on appelle les noyaux villageois. Tout ça sera à peu près fait d'ici la fin de 2014. Là, nous avons l'accord avec l'État. Depuis, puisque l'État nous a légèrement augmenté le nombre des policiers nationaux. Parce que, n'oubliez pas, cher ami, que la sécurité des personnes et des biens relève avant tout de l'État. C'est à l'État de le faire. Le nombre est à peu près similaire à celui de l'ancien régime, du régime de Sarkozy. Il y en a peut-être quelques-uns en plus, mais j'en suis même pas sûr. Il faut plus de policiers municipaux, par exemple? Alors, le nombre des policiers municipaux ne relève pas, bien entendu, de M. Valls, mais du maire. Alors, nous avons effectivement, à la mairie, en 2 fois, recruter 100 policiers municipaux supplémentaires. Aujourd'hui, au printemps, nous arriverons à 415 policiers municipaux. Ces policiers municipaux, nous avons créé un centre de vidéoprotection. Ce centre de vidéoprotection a coûté 10 millions, la ville en a payé 7. Là, dans ce centre, vous avez 38 policiers municipaux qui regardent les écrans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au dire du procureur de la République, ça permet d'arrêter des voyous, des petits trafics, pas le type qui tire à la Kalachnikov, hein, mais d'avancer dans la délinquance. Donc le nombre des policiers municipaux, quand j'arrive à la mairie, il est de 90. Il est aujourd'hui au printemps de 415. Mon objectif est de le porter à 600 dans les meilleurs délais. Céline Roudel de La Croix, une question. L'opposition municipale vous reproche de ne pas avoir su réduire aussi la fracture entre le nord assez pauvre de la ville et le sud. Alors effectivement, on a quand même le sentiment que Marseille est resté un peu à l'écart du développement économique qu'ont pu connaître d'autres métropoles régionales comme Lyon, comme Nantes. Oui. Quelle est l'explication pour laquelle Marseille n'a pas su profiter du développement économique de ces dernières années? Vous ne pouvez pas comparer, comme le fait sans cesse mon opposant essentiel, le candidat socialiste gouvernemental, en comparant Marseille et Bordeaux, Marseille et Lyon. La population n'est pas la même. À Marseille, je vous l'ai dit, 860 000 habitants. Dans les autres villes, 300 000, 400 000. C'est pas du tout la même chose. Sur la fracture nord-sud, elle est volontairement entretenue par des élus de gauche qui ont tous les mandats dans le nord de la ville et qui n'ont pas mis ces mandats à disposition de la population. Tandis que Gaudin, lui, tandis que moi,
j'ai fait en sorte de faire le maximum de choses dans le nord de la ville. Quand je suis ministre, je crée une zone franche, vous le savez, Somatis-Séon. Bon, il n'y avait rien du tout, que des terrains vagues. Aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des ateliers, il y a des restaurants, il y a la vie. Ça a créé 13 000 emplois. Nous en avons fait une deuxième au Canet. Nous avons poussé le chantier d'intérêt national Euro-Méditerranée. J'ai installé l'école de la deuxième chance dans le Nord. Nous avons ouvert l'espace Mistral aux habitants de l'Estac vers la mer. J'ai fait toutes sortes de choses dans le Nord, alors que mon prédécesseur illustre, M. Gaston Defferre, ne faisait jamais rien dans le Nord, si ce n'est construire des HLM en quantité, parce que ce secteur était communiste et que ça ne l'intéressait pas. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Est-ce qu'il n'y a pas une fatalité des élus de droite? Jacques Chirac a injecté des milliards quand il était maire de Paris sur l'Est parisien, par exemple, pour essayer de conquérir ou de conserver, puisqu'il avait fait le grand chelem quand même, des arrondissements qui ne lui étaient pas favorables. Et puis à l'arrivée, finalement, il y a une sorte de fatalité peut-être sociologique qui a amené la défaite de la droite au bout du compte. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas condamné à ce même sort? Non, parce que malgré tous vos efforts. Non, parce que dans ma conception à moi, sur l'équité, sur la justice, sur le partage, j'ai essayé de faire pour le nord de la ville le maximum de choses. Aujourd'hui, vous avez dans la ville de Marseille 13 chantiers de l'ANRU, de la rénovation urbaine. 12 sont dans le nord, un seul dans le sud. J'ai essayé d'apporter le maximum de choses dans ces arrondissements. Donc ça va voter pour vous, non, là, normalement, non, ça va voter pour vous en masse, alors que je sais là. pertinemment qu'ils ne voteront pas pour moi. Alors, voilà. pourquoi, Je l'ai fait parce que c'est mon devoir de maire et parce que dans ma conception, on vous le répétera sans doute, je dis sans cesse, la ville est une et indivisible. Mais pourquoi ne voteront-ils pas pour vous? Non, c'est pas Godin. parce qu'artificiellement, M. Defferre avait coupé la ville en morceaux, et à l'époque en morceaux inégaux, lorsqu'il fait Paris-Lyon-Marseille. Les 20 arrondissements de Paris. Bon, on ne peut pas battre Chirac, donc enlevons-lui le pouvoir. Et rappelez-vous qu'au départ, c'est 20 mairies de plein exercice. Ce n'est que quelques jours après que les socialistes vont reculer avec M. Mauroy pour faire 20 mairies qui ne sont pas de plein exercice. Lyon, pareil, et Marseille. Comment il fait de faire? Il coupe la ville en 6 morceaux et 6 morceaux inégaux. C'est la période où je fais 2500 voix de plus que lui, mais je ne vais pas être élu parce que sur les sièges, il gagne plus de sièges. Allez, c'est le passé, n'en parlons pas. Parlons de l'avenir. L'avenir, c'est que je veux qu'on dise un jour, quand je ne serai plus là, ça arrivera, que malgré tout, j'ai tout fait pour faire en sorte que cette ville soit unie, qu'elle soit soudée. Bon, et parce que c'est aussi ma conception. C'est aussi ma conception politique, mais encore plus personnelle. Merci Jean-Claude Godin. Nous marquons une première pause dans ce Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans un très court instant avec vous pour parler, bien sûr, de Marseille. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce Face aux chrétiens spécial municipal pour évoquer avec Jean-Claude Godin, le maire actuel de Marseille, candidat à sa succession, pour évoquer sa ville et les projets de sa ville. Il va être interrogé par Céline Rouden de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Mais j'ai envie de vous poser une question sur les lieux de culte, dans la mesure où une ville est chargée d'entretenir les églises, les synagogues et autres monuments de culte qui sont avant 1905. Vous en avez combien à Marseille et est-ce que ça passe bien dans votre électorat et chez vous pour l'entretien? Ça passe bien dans l'esprit de tous les Marseillais, qu'ils aillent à la messe ou qu'ils n'y aillent pas, qu'ils fréquentent l'église ou qu'ils ne la fréquentent pas. 72 églises construites justement avant 1905 appartiennent à la commune. Autant de presbytères. Généralement, ces églises, nous les avons toutes réhabilitées, nous y avons fait des travaux très importants et nous y avons même souvent ajouté les orgues. Et ce qui fait qu'effectivement, je me trouve souvent dans des inaugurations, dans l'inauguration des orgues, etc. Et pour une ville comme Marseille, c'est un budget de quel ordre? Alors, c'est un budget, dans l'année de 2013, presque 3 millions d'euros. Ah oui. Sur l'ensemble, beaucoup plus, bien évidemment, parce que on peut ajouter aussi notre participation à Notre-Dame de la Garde, puisque l'archevêque a souhaité faire un musée d'art sacré à Notre-Dame de la Garde, nous y avons participé, et dans un esprit, comment dirais-je, dans un esprit
d'écuménisme, parce que nous sommes en face d'une autre ville par rapport à la Méditerranée qui est Alger. Nous avons contribué, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, le Conseil régional et la ville de Marseille à la restauration de Notre-Dame d'Afrique à Alger. Pourquoi ? Parce que dans le cœur, il est marqué pour les chrétiens et pour les musulmans. Vous savez, je ne me referai pas. J'appartiens à une tradition qui est inspirée du sillon de Marc Sanglier. Voilà, tout le monde sait que je suis démocrate chrétien. Et par conséquent, les Marseillais l'ont accepté volontiers. Je n'ai pas de problème de ce côté-là. Voilà. Et nous avons fait ce que nous devions faire dans le cadre de la loi. Mais la loi de 1905 est un peu injuste. Parce que ce que je peux faire en tant que maire pour les églises catholiques, je ne peux pas le faire pour les protestants, je ne peux pas le faire pour les juifs, je ne peux pas le faire pour le bouddhiste. Chaque fois, on est obligé de trouver une ligne dans le budget de la ville pour une dépense très, très, très modeste, par exemple chez les protestants. Bon, qui passe sur quelle ligne, d'ailleurs ? Eh bien, on le fait sur des lignes d'équipement. Enfin, on trouve une solution dans le cadre et le respect des lois, bien entendu, de la République. Mais voilà quelque chose qui est... Alors, maintenant, je dois vous dire, si vous voulez faire un parallélisme, il y a aussi 62 mosquées et lieux de prière pour les musulmans. Et la grande mosquée, le projet ? La grande mosquée, à mon avis, elle ne verra pas le jour, parce que les musulmans n'arrivent pas. Côté ville, nous avons donné le terrain, un bail amphithéotique, le Front National nous a menés devant les tribunaux, il a fallu le refaire, etc. Mais l'argent pour construire doit être donné par la communauté musulmane elle-même, et elle n'arrive pas à rassembler les fonds. Une question de Louis Dauphren, de Radio Notre-Dame. Toujours sur ce point, ça paraît étonnant. Il y a quand même des bailleurs importants dans le monde. On pense, je ne sais pas moi, à l'Arabie Saoudite, au Qatar, qui entreprennent quand même des initiatives du point de vue culturel. En Afrique, par exemple, c'est quand même très présent. À Marseille, non ? Eh bien non, ça c'est pas fait. Il y a un barrage républicain Attendez, non. Simplement, j'ai vérifié que de peur qu'un pays étranger veuille mettre la main sur la grande mosquée, s'il devait y avoir grande mosquée. C'est pour cela que vous avez refusé ? Non, j'ai pas refusé. L'argent collecté doit passer par la Caisse des dépôts et consignations pour une vérification, afin qu'il n'y ait pas une dotation d'un pays qui s'emparerait de la mosquée. Voilà. Et donc, il n'arrive pas à rassembler ces fonds. Et le Conseil du culte musulman, installé par Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Chevènement aussi y avait pas mal contribué, finalement ça n'a rien changé. Et dans ce domaine-là, sans doute sur une évolution des choses, sur le genre dont vous me posiez la question tout à l'heure, je crois que les musulmans sont clairs et nets et précis. Pour ce qui concerne le problème de la grande mosquée que vous évoquiez à l'instant même, la mairie n'a rien à se reprocher, bien au contraire. Mais la mairie voulait aussi que s'il devait y avoir de l'argent étranger, encore une fois, ça passe par la Caisse des dépôts et consignations. Est-ce qu'un jour, Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille pourrait être musulman ? Je ne le pense pas non plus. Je ne le pense pas. Je pense que Marseille a une tradition. Marseille, malgré tout, il peut y avoir des élus qui sont de confession musulmane. Et chaque camp essaie d'en avoir. Mais la grande majorité reste attachée à l'Église catholique ou à une neutralité. Romain Masneau de RCF. Un mot peut-être des péripéties de la campagne. Les centristes Jean-Luc Benamias et Christophe Madrol ont rallié votre adversaire socialiste. Et alors certes, ils ont été mis en congé du MoDem, mais est-ce que vous réclamez une plus grande clarification à François Bayrou ? Non, ils ne l'ont pas rallié, les deux personnalités que vous avez citées. Oui, ils y étaient déjà. Mais là, ils ont... En 2008, ces deux personnes étaient sur la liste de M. Guérini. Ces deux personnes tentent de s'installer dans la vie politique marseillaise et visiblement, ils n'y arrivent pas. François Bayrou a mis en garde Benamias et a tenu à mon égard des propos tout à fait
comment dirais-je, sympathique à mon égard. Donc vous le soutenez à Pau, par exemple? Oui, bien sûr. Bien sûr, tous nos amis de l'UMP le soutiennent à Pau. Moi aussi, je connais François Bayrou depuis longtemps. Il sait mes racines, il sait mon cheminement politique, et s'il m'apporte son appui, s'il m'apporte l'appui du MoDem, j'en serai ravi. Mais les deux autres personnes se sont mises, elles, en congé, peut-être même en congé définitif. Céline Rouden de La Croix. Oui, alors le Front National est crédité d'un score 2 fois plus important que la dernière fois, aux dernières élections municipales. Il pourrait provoquer des triangulations dans un certain nombre de secteurs et de ce fait faire peut-être basculer la majorité. Alors est-ce que vous vous sentez menacé dans cette élection par le Front National? Et deuxième question, vous n'avez que deux sièges de majorité au conseil municipal. Est-ce que s'il y avait de nombreux conseillers municipaux FN élus, on pourrait se trouver dans une situation où la majorité est difficile à trouver? Oui, parce que vous faites la radioscopie de ce qu'était l'élection de 2008, avec un fort courant en faveur des socialistes. Et c'est presque une chance que j'arrive à conserver la majorité absolue de 2 voix. Moi, j'ai 51 sièges. Monsieur Guérini, à l'époque, en a 49. Et à 17 voix près, un candidat du Front National se faufile et me prend le siège, dans mon camp, à ma liste. Depuis, les 49 de M. Guérini ont explosé en 1000 morceaux. Tandis que moi, j'ai conservé l'unité de ma majorité, et même 2 personnes, dont une du MoDem, sont venues me rejoindre. Par conséquent, aujourd'hui, la situation est différente. Quand je deviens maire pour la première fois en 1995, le Front National est à 22%. Néanmoins, je gagne 5 secteurs sur 8. Aujourd'hui, il est évalué tantôt 17, tantôt 20. C'est énorme. Donc, ils peuvent rentrer, les élus du Front National rentreront au conseil municipal. Ils n'enlèveront aucun secteur. C'est impossible. Voilà, il y aura toujours une majorité de Marseillais pour faire obstacle. Ils ne prendront pas un secteur, mais ils peuvent rentrer 7-8 au conseil municipal. Et dans ce cas-là, ça rend dans les 2 camps la majorité absolue, évidemment, plus difficile. Bon, je souhaite pour ma ville qu'il y ait une majorité absolue. Je souhaite bien entendu que ce soit ma liste qui ait la majorité absolue. En aucun cas, vous feriez alliance avec des élus du Front National. Non, mais c'est impossible, ça. Voilà, c'est impossible, et nous avons clarifié, il y a une dizaine d'années, avec Jacques Chirac, cette situation, et depuis, personne n'y est revenu, personne n'est relapse. Et les gens qui veulent s'allier avec le Front National nous quittent. Par contre, je dis aux Marseillais, celles et ceux qui vont voter pour le Front National votent en même temps pour faciliter M. Menucci. Car si j'étais en duel, moi, simplement, avec M. Menucci, j'ai aucun problème. Voilà. Mais avec le Front National, c'est triangulaire. Et par conséquent, j'espère gagner. Et je vous dis, si le sort des urnes était tel que je ne gagne pas, alors il vaut mieux que ce soit l'adversaire qui ait la majorité absolue, parce que sans quoi la ville n'est pas gouvernable. Voilà. Il faut que le camp vainqueur, j'espère que ce sera moi, mais je vous le dis avec humilité. Je vous le dis sans prétention, c'est pas mon style, sinon j'aurais pas duré autant. Mais je vous dis, il faut la majorité absolue. D'ailleurs, il n'y a qu'une fois dans l'histoire de la ville de Marseille, ces 50 dernières années ou un peu plus, c'est en 1947, que la droite a eu la majorité relative, mais pas la majorité absolue. Ça a été 6 ans où la ville a été ingouvernable par l'hostilité des amis, en particulier de M. Menucci. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, une question. Le style Marine Le Pen, le fait qu'il y ait une génération qui soit passée, est-ce que ça n'a pas changé, est-ce que ça n'a pas rendu votre raisonnement un petit peu obsolète? Parce que là, vous tenez le même raisonnement, en fait, effectivement, que Jacques Chirac dans les années 80. Oui, non, c'est surtout les idées de Madame Le Pen qui n'ont pas varié. Nous sommes d'accord sur rien. Nous ne sommes pas d'accord sur l'euro. Nous contestons sa position. L'euro à l'échelle de la mairie. Mais attendez, l'euro à l'échelle de la mairie. D'abord, il y a un positionnement politique. Regardez l'affaire du MoDem. J'espère peut-être que même ce soir, le MoDem clarifiera d'une manière très nette sa position sur Marseille. Mais on ne peut pas avoir une position différente nous n'avons rien à voir avec le Front National. Et par conséquent, nous sommes totalement, ma liste est totalement opposée. Et mieux, je vous le répète, les gens qui, par exaspération du pouvoir,
par mécontentement divers et variés, veulent sanctionner et veulent voter pour le Front National, ils votent en même temps pour M. Menouchi. Mais j'essaie de comprendre le tropisme local, ce qui distingue par exemple Marseille de Nice ou d'autres villes où, je dirais, la transition entre électeurs UMP et Front National est quand même très naturelle. Encore une fois, nous sommes dans une ville très populaire. C'est pas parce que le maire appartient à la droite républicaine et au centre que la ville est de droite. Et la ville n'est pas davantage socialiste, elle est populaire. Et de temps à autre, le Front National monte, mais dans une élection municipale, où on vote d'abord pour les hommes et les femmes qui ont fait leurs preuves, qui n'ont pas d'ennui avec la justice, qui ont été des gens qui, en plus de leur mandat, ont bossé, ont travaillé, n'ont pas été que des assistants parlementaires du grand monsieur Guérini. Voilà. Eh bien, les gens qui sont avec moi sont des gens honnêtes, honorables, et j'espère que les Marseillaises et les Marseillais nous le confirmeront. Une question de Romain Masneau, de RCF. Si vous deviez reconnaître une seule qualité à votre adversaire Patrick Menouchi, ce serait laquelle ? Patrick Menouchi est travailleur et intelligent. Mais il est, comment dirais-je, il ne peut pas s'empêcher d'avoir les caractéristiques que les socialistes avaient il y a 50 ans. C'est-à-dire qu'il menace, c'est-à-dire qu'il essaie de faire des pressions, il essaie de menacer, il est à la limite, généralement, de la délicatesse et de la courtoisie. Eh bien, dans la République, on peut être différent sur certaines idées, mais le respect et les règles de la démocratie et de la République doivent effectivement primer sur cette manière bruyante, désordonnée, toujours pour essayer d'humilier, de diminuer ses adversaires. Il ne réussit pas, même au départ, il parlait de mon âge. Puis maintenant, il se rend compte que tenter de me victimiser est quelque chose qui ne lui réussit pas. Alors, il parle moins de mon âge. Il vieillira vite, lui aussi. C'est pas un perdreau de l'année. Céline Rounen, de La Croix. Vous avez pesé auprès du gouvernement, d'ailleurs, pour la création d'une métropole à l'échelle de Marseille-Aix. Est-ce que vous serez candidat à la présidence de cette métropole ? Non, j'ai effectivement considéré que pour Marseille, vous connaissez Marseille parfaitement, Marseille est entourée d'un corset montagneux. 860 000 habitants vivent là. La richesse est à l'extérieur, avec les grandes surfaces, avec la chimie, la pétrochimie, etc. Nous avons toutes les charges de centralité. Par conséquent, j'ai toujours été très favorable à la métropole, c'est-à-dire à étendre la superficie de telle manière que nous puissions attirer des industries, des ateliers, qu'il y ait la création d'emplois. Donc j'ai aidé à ce que la métropole passe. Voilà. J'approuve moins l'attitude, je pensais que ça amènerait une attitude de déontologie républicaine. Que M. Delanoë vienne soutenir M. Menouchi, ça ne me surprend pas. Qu'il y ait un ou deux ministres qui viennent, mais il y a des ministres toute la semaine. Et quant au président de la République, il est le directeur de campagne de M. Menouchi. C'est lui, le président de la République, qui atteint des sommets himalayens d'impopularité, qui en ce moment fait la liste de M. Menouchi. C'est lui qui a reçu les noms que vous citiez là du MoDem. Il ne savait même pas cela, qu'on ne répète pas les conversations avec le président de la République. Et quand ils sont sortis de l'Élysée, ils ont raconté tout ce que M. Hollande leur avait dit. Oh, c'est ça les règles de déontologie de la République. Allez, qu'ils fassent un peu un acte de contrition. Mais ça, c'est pas mon candidat opposé qui le fera. Il n'est pas de ce bord-là. On parlait de la communauté urbaine et de la métropole. Est-ce que c'est quand même un enjeu pour vous, parce que vous avez été confronté à une cohabitation inattendue au sein de la communauté urbaine? Est-ce que c'est un enjeu pour vous important et à quelles conditions vous pouvez récupérer la majorité à la communauté urbaine? Alors, effectivement, le premier problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, dans le périmètre que le gouvernement a tracé, il a tracé un périmètre trop fort et trop loin. Il n'a qu'une objection, une idée fixe, le gouvernement actuel. Tuer un homme politique socialiste. Voilà, qui lui est président du Conseil général. Et qui lui est allé dire au maire, mais si à la métropole, je ne pourrais plus vous aider. Dont les maires, effectivement, ont été très impressionnés par cela. Aujourd'hui, il y a 5 PCI dans les Bouches-du-Rhône, plus Marseille, Provence, Métropole, que j'ai créé moi.
en l'an 2000, sur une loi de chevènement de 99. Ça fait 560 élus. Et à la métropole, il n'y en aura plus que 240. Voilà pourquoi il y a aussi une hostilité des maires. Mais par un amendement du Sénat que j'ai pu confirmer, les 93 maires seront bien dans le Conseil. Mais moi, je mène la bataille des municipales, d'autres de mes amis mèneront les autres. Eh bien, nous marquons une nouvelle pause dans ce Face aux chrétiens spécial municipal consacré cette semaine à Marseille avec Jean-Claude Gaudin, maire et candidat à sa succession. Et nous nous retrouvons dans un très court instant. Troisième et dernière partie de ce Face aux chrétiens consacré aux municipales et plus particulièrement à Marseille avec son maire et candidat à la mairie, Jean-Claude Gaudin. Il est interrogé par Céline Rouden de La Croix, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame et Romain Masneau de RCF. Et nous allons parler avec lui de démocratie locale, de vie locale. Comment vit une ville comme Marseille? Et j'ai envie, pour commencer, de vous poser la question, que peut faire un maire pour permettre aux gens de mieux se connaître, de mieux vivre ensemble, de partager, de se parler tout simplement? Alors, vous avez bien entendu de multiples associations largement financées par les collectivités territoriales qui ont diverses activités. Mais vous avez surtout, et ceci depuis 120 ans, reconnu d'utilité publique, une confédération des comités d'intérêt de quartier. Vous avez parlé tout à l'heure des noyaux villageois. Il y a 111 noyaux villageois à Marseille. Il y a 250 comités d'intérêt de quartier élus démocratiquement. Ils se fédèrent par arrondissement. Et au-dessus, il y a une confédération. Jadis, dans le passé, le président de cette confédération avait été candidat avec les socialistes, M. René Olmeta, et bien entendu, il était depuis devenu adjoint au maire, il a même été à un moment donné député. Avec moi, cette fois-ci, il y a la présidente de la confédération des comités d'intérêt de quartier, Madame Monique Cordier, opticienne de son état, après avoir été professeure de mathématiques, et cette dame qui jouit d'une importante popularité, qui a toujours été en dialogue avec tous les comités de la ville, est venue sur ma liste. Et mon concurrent l'a menacée quand il a su qu'elle venait avec moi. Ça, c'est encore des procédés dont je me demande comment ils peuvent être considérés comme républicains. Et donc, voilà l'histoire des comités d'intérêt de quartier reconnus d'utilité publique existant depuis 120 ans. Puis, dans les mairies de secteur, vous avez aussi un conseil consultatif qui existe. Alors, tantôt le maire du secteur le réunit ou le réunit pas, mais vous avez ces conseils qui existent. Donc, la vie associative est très forte. Dans quelques jours, il va y avoir la fête des associations. Toute la salle Valier est remplie de toutes les associations. Alors, à la fois des associations de l'environnement, à la fois des associations des handicaps, des handicapés dans différents domaines, de tout. Par conséquent, la vie associative à Marseille est très forte et nous la soutenons beaucoup. Une question de Romain Masneau de RCF. On parlait tout à l'heure des différentes religions. Que devient cette instance interreligieuse Marseille Espérance qui permettait de faire dialoguer les différentes religions, d'apprendre à mieux se connaître? Alors, d'abord, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est mon prédécesseur. C'est le professeur Vigouroux qui a créé Marseille Espérance. Depuis, j'ai donné tous les crédits nécessaires à ce que Marseille Espérance existe. À tel point que quand mon ami Jean-Pierre Ricard, marseillais authentique, est devenu cardinal archevêque de Bordeaux, il a suggéré à Juppé de faire la même chose. Mais quand Juppé m'a demandé combien nous consacrions dans le budget pour aider au dialogue, à des conférences, à toutes sortes de choses, à un grand spectacle annuellement, quand je lui ai dit la participation de la ville, Juppé n'a plus donné suite, considérant que c'était beaucoup. Qu'est-ce que c'est que cette association? C'est le rassemblement de tous les dignitaires religieux de la ville. Les catholiques, les protestants, les imams, le bouddhiste, tout le monde est là. Et quand se produit dans le monde un événement très grave, si on regarde un peu plus loin, la guerre du Golfe, plus près, les tours de New York, ou d'autres événements, alors... Voir des incidents chez vous, voir des assassinats chez vous,
lorsqu'il y a eu des morts Oui, à Marseille. oui. On a vu Marseille-Espérance se révéler. Oui, alors ça, c'est l'assassinat par le Front National du petit Ibrahim Ali, où il y a quelques années, où Le Pen a tenté de mettre le feu à Marseille, mais il n'y est pas arrivé, la mort du petit Nicolas Bourga, dont depuis le papa est adjoint au maire dans mon équipe, et où cet homme remarquable passe sa vie à aller dans les collèges et les lycées pour expliquer aux gosses qu'on ne répond pas à la violence par la violence. C'est extraordinaire. Et là, Le Pen avait tenté de nous mettre un événement considérable à Marseille. Alors les dignitaires religieux se voient entre eux, rédigent un texte, puis l'apportent à l'hôtel de ville, et ensemble, nous communiquons à ce moment-là le texte à la presse. Mais ça n'est pas que ça, Marseille-Espérance. C'est un dialogue permanent, c'est un respect des cultures, c'est un partage des fêtes de chaque religion où nous allons les uns et les autres. Bon, et pourquoi? Parce que Marseille est cosmopolite, Marseille est une mosaïque, et le respect, la tolérance sont des choses à laquelle, peut-être par tradition de ma foi chrétienne, je suis très attaché. Voilà, moi, on dira à Marseille, il est aspergé d'eau bénite. Bon, mais c'est vrai, mais ça ne me gêne nullement. Mais autant je vais à la cathédrale, autant je vais à Notre-Dame-de-la-Garde, autant je vais partout, autant je vais aussi fêter les fêtes musulmanes, autant je vais à la synagogue, et effectivement, je vais partout parce que le maire doit être consensuel. Voilà une différence avec mon concurrent. Le maire ne doit pas dire n'importe quoi, il ne doit pas porter des anathèmes. Le maire, il doit rassembler. Et moi, je me trouve bien dans ce rassemblement. Alors certains vous diront, mais il n'est pas assez laïque. Oui, nous allons avoir un observatoire de la laïcité, parce que même des députés de droite me le demandaient. Mais il n'en demeure pas moins que Marseille-Espérance continuera, bien entendu, sa trajectoire qui est tout à fait importante. Voilà, si vous voulez, quelque chose que j'aurais essayé, moi aussi, de beaucoup soutenir dans ma conception à moi. Voilà. Céline Rouden de La Croix. Le clientélisme a été beaucoup au cœur de la campagne, notamment à gauche, d'ailleurs au sein de la primaire socialiste. On a reproché à Defferre, avec ses comités d'intérêt de quartier, d'avoir mis en place un système clientéliste. Alors, est-ce qu'il y a des pratiques politiques à renouveler à Marseille ? Bon, cette attaque aussi, c'est comme quand on dit le maire, il ne fait que co-gérer avec Force ouvrière, ou bien la fracture au nord-sud. Il y a comme ça des idées qui partent et qui sont généralement revues par les journalistes. Il y a une députée socialiste qui a quand même été condamnée pour avoir distribué de l'argent à des associations. Dieu merci, il y a 18 ans, que je suis à la mairie de Marseille. Et mes amis et moi n'avons pas connu ce genre de désagrément, je ne vous en dirai pas plus. Ma conception, c'est celle aussi de faire en sorte que par rapport aux règles et aux lois de la République, tout soit appliqué. Alors on parle de clientélisme. Le clientélisme, il est surtout de l'autre côté, puisque certains, comme mon candidat d'ailleurs adverse, est un homme qui n'a vécu que dans l'ombre de M. Guérini et dans le soutien de M. Guérini. Une question de Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Il y a une question que je ne situe pas bien par rapport à toutes ces communautés, ces noyaux villageois qui caractérisent Marseille. Vous, c'est une situation dont vous vous accommodez, c'est une évolution de la France à laquelle, en fin politique, vous vous êtes adapté. Ou est-ce que c'est le visage réel que vous souhaitez pour la France ? Quel est le fond de votre pensée là-dessus ? Est-ce que vous dites Marseille, c'est le laboratoire, c'est la France de demain, et c'est ce qu'on veut tous, y compris à l'UMP, dont vous êtes quand même vice-président ? Ou est-ce qu'il y a une fatalité sociologique imposée par les flux migratoires mondiaux qui oblige de mettre un peu des Marseille-Espérance partout pour que ça tienne ? Il n'y a pas de tension particulière, si vous voulez, globalement, dans la population et dans les responsables. Mais vous n'empêcherez pas les Verts de dire en particulier que tout doit être fait par un vote démocratique, dans un quartier, sur un projet, etc. Vous n'empêcherez pas des élus dits du front de gauche de soutenir activement des gens qui ont fait peut-être beaucoup d'années de prison, mais qui avaient tué un jour un industriel. Tous ces gens-là existent aussi à Marseille, mais ils ne sont que minoritaires.
Voilà, simplement peut-être que le Front de gauche, qui se présente sa liste contre celle du candidat socialiste gouvernemental, ils vont fusionner entre les deux tours. Alors, aujourd'hui, le candidat socialiste gouvernemental, il fait de la mandoline à tous les patrons du CAC 40. Ils sont au moins 20 à Marseille. Et en même temps, à tous les gens de la Chambre de commerce. Et quand il aura incorporé dans sa liste les gens du Front de gauche, est-ce qu'il sera aussi facilement enclin à faire une politique de liberté économique ? Où on retombera dans la bureaucratie habituelle que veulent les gens de gauche. Bon, là aussi, donc la ville, si vous voulez, c'est un peu quand même assez exemplaire. Il n'y a pas d'hostilité. Vous voyez, dans l'histoire de cette ville, un maire est resté plus longtemps que Gaston Defferre. C'était un docteur, un humaniste qui s'appelait justement le docteur Flessière. Celui-là, il connaîtra quantité de difficultés. Au moment où on fête le 25e anniversaire de la Fondation de Marseille, les 2500 ans, on en est à 2600 ans passés. À ce moment-là, les inscrits maritimes vont faire la grève et vont l'empêcher de faire des festivités. Ensuite, il aura la guerre et la grève des boulangers. Ensuite, celle des processions. Il aura 1001 choses, ce maire-là. Aujourd'hui, ces choses-là ont disparu. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un respect. Il y a une entente, il y a un dialogue bien meilleur entre tous ceux qui font référence à une religion déterminée. Si j'ai contribué à faire cela, excusez-moi, mais je suis assez fier de ça. Ça, c'est l'éducation que dans mon enfance j'ai reçue. Romain Masneau de RCF. À l'automne dernier, le plus grand camp de Rome de Marseille, qui abritait 400 personnes à peu près, a été détruit par les bulldozers. Qu'est-ce que vous répondez aux organisations de défense des droits de l'homme qui disent que voilà, ils sont allés grossir les rangs d'autres campements sauvages, aux conditions de vie encore plus sordides? Je vais vous dire, cher ami, j'ai mis 15 ans pour supprimer tous les bidonvilles à Marseille. 15 ans. Et depuis l'arrivée des Roms, on les reconstitue. Quand vous parlez de bulldozer, c'est dans d'autres villes que ça se fait. Je veille à ce que ça se fasse, l'évacuation. D'abord, il faut une décision du tribunal. Si vous n'avez pas la décision du tribunal, le préfet ne fait pas évacuer, ne donne pas les forces de l'ordre pour évacuer. Donc, si vous saviez combien c'est difficile. Le SAMU social de la ville de Marseille, en plein été, apporte à tous ces gens de l'eau. En hiver, de la nourriture et des couvertures. Le SAMU social de Marseille a toujours été exemplaire et humaniste. Alors, ceux qui, évidemment, combattent les décisions du préfet ou la décision du maire sur l'évacuation d'un camp vont nous parler, vont nous faire des comparaisons avec la Shoah ou avec les Tziganes ou autres. Allons, revenons à des choses plus régulières, mais il est clair qu'à Marseille, le problème des Roms reste un problème très important parce que là où ils s'installent, ce sont les voisins qui ne supportent plus. Et ce sont les voisins qui peuvent faire de l'autodéfense, qui peuvent mettre le feu à un camp. Et il peut même y avoir des élus importants qui viennent encourager cela. Ça, c'est fait, vous le savez parfaitement. Une dernière question de Céline Rouden de La Croix. Peut-être d'évoquer le 2013, année culturelle à Marseille, capitale culturelle. Alors, est-ce que, effectivement, le succès de cette année, de cette capitale culturelle 2013, est en mesure vraiment de donner une nouvelle dynamique à Marseille ? En quoi ? Et est-ce que vous comptez finalement capitaliser électoralement sur ce succès ? Bien entendu. D'abord, c'est grâce à la ville de Marseille que nous avons pu être lauréats et choisis et avoir cette année merveilleuse qui a attiré à peu près 10 millions de visiteurs à Marseille. C'est quelque chose d'incroyable. Ça a été des festivités, ça a été des fêtes populaires avec 200 000, 300 000 personnes où tout s'est très bien déroulé. Ce qu'il faut maintenant, parce que ça nous a donné une leçon. Le tourisme et la culture, si on les associe, ça peut être aussi pourvoyeur d'emplois. Et c'est ça mon objectif. Parce que pendant cette année-là, on a construit des bâtiments culturels qui vont durer très longtemps. On en a réhabilité d'autres. On a fait le MUSEM, on a fait 1001 choses. Maintenant, il faut continuer. Bon, la ville de Marseille consacre 183 € par an et par habitant pour la culture. Citez-moi d'autres villes qui arriveraient à ce chiffre-là. Il n'y en a pas beaucoup.
Donc on va faire une biennale, il y a 1 ou 2 musées que nous n'avions pas pu de nouveau rénover. C'est la Vieille Charité, nous avons acquis le fort d'Entrecasteaux à côté du monument aux morts de la ville de Marseille. J'ai l'intention de faire là un téléphérique ou un moyen moderne qui pourrait amener les gens jusqu'à Notre-Dame-de-la-Garde. Bon, je souhaite faire une passerelle d'un bout à l'autre, de part et d'autre du Vieux-Port. Il faut il faut faire un rassemblement pour les jeunes. Il faut une grande boîte de nuit pour les jeunes, de telle manière à ce qu'ils puissent se retrouver dans un quartier. Ça ne peut être que près du port pour ne pas gêner les voisins. Voilà toutes sortes de choses que je voudrais faire dans la suite. Actuellement, nous avons des expositions extraordinaires à Marseille. Donc, on va continuer sur cette lancée parce que ça provoque aussi des emplois. Merci beaucoup Jean-Claude Gaudin de nous avoir parlé avec autant de fougue de cette ville que vous aimez, que vous adorez, que vous défendez. C'est la fin de ce Face aux chrétiens spécial municipal pour Marseille. Dans une semaine, nous aurons sur ce même plateau le concurrent de Jean-Claude Gaudin, Patrick Menucci. En attendant, si vous avez pris cette émission en cours et que vous voulez la voir dans son intégralité, vous la retrouvez sur les sites de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame ou de RCF. À bientôt, dans une semaine.